Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on va faire un tour sur le subreddit ProRevenge. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Hoppy se venge du côté maternel de sa famille, et comme vous pourrez le constater, c'est une famille qu'on ne souhaite à personne. L'histoire suivante est postée par Angry aussi Gamer. J'habite dans un immeuble qui dispose d'un parking, 2 places par appartement, mais les places sont l'une devant l'autre, pas côte à côte. Et l'accès au niveau de parking, 1 à 5, se fait par une porte roulante automatique, que les gens ne peuvent franchir que s'ils ont une télécommande pour la porte, ou s'ils se faufilent derrière quelqu'un d'autre. Je n'ai qu'une seule voiture, et parfois je laisse mes amis se garer sur la place devant ma voiture s'ils me préviennent. Donc je me gare généralement à l'arrière de la place double. En plus, c'est plus facile pour mes voisins, qui ont 2 voitures. Au début de l'année, une voiture quelconque a commencé à se garer devant la mienne le vendredi après-midi. Ce qui signifie que je ne pouvais pas sortir avec ma voiture le vendredi soir, ce qui est ennuyeux, mais pas le plus gros problème quand on vit super près de la ville. Cela a continué presque chaque semaine pendant environ 5 semaines lorsque je ne garais pas ma voiture à l'avant de mes places, ce que j'ai commencé à faire. Mais les fois où je prévoyais de laisser la place libre pour des amis qui venaient ou autres, la voiture réapparaissait. J'ai essayé à plusieurs reprises de mettre fin à ce comportement en laissant des notes. Ce qui a dégénéré en laissant des impressions photos de la voiture avec la plaque d'immatriculation bien visible et une explication que si cela se reproduisait, je porterais plainte et ou ferais remorquer le véhicule. Eh bien, cela s'est reproduit. Et cette fois, elle était encore là samedi après-midi, alors que j'avais prévu de partir avec un groupe de copains. À mon avis, quelqu'un est sorti le vendredi soir, s'est saoulé et a décidé de récupérer la voiture plus tard, sans se soucier du désagrément qu'elle causerait aux autres. Elle n'avait manifestement pas bougé, car ma note peu aimable leur disant d'aller se faire cuire un œuf était toujours là, trônant mollement sous leur balai d'essuie-glace. Je me suis dit que ça suffisait, qu'il était temps de faire remorquer le véhicule. J'ai donc appelé la direction de l'immeuble et j'ai fini par appeler une société de remorquage, qui a refusé de m'aider parce que la place était au 3e étage et qu'ils ne peuvent pas faire monter de camion à ce niveau à cause des restrictions de hauteur et d'espace. D'ordinaire, la plupart des gens seraient dans le caca à ce stade. Et j'avoue que j'ai brièvement envisagé de m'asseoir sur le capot de la voiture jusqu'à ce que le crétin vienne la chercher, tout en envoyant mes camarades continuer leur chemin sans moi. Mais ils auraient dû trouver un nouvel arrangement pour le transport, car une seule voiture n'aurait pas suffi. Heureusement pour moi, mes parents ne vivent qu'à 30 minutes de chez moi et ont un garage où je travaille sur l'une de mes voitures qui arrive à la fin d'une restauration mineure. L'une des choses que j'utilise assez souvent est un jeu de cric de positionnement de véhicule, pour coincer ma voiture de projet contre le mur du garage afin de minimiser l'espace qu'elle occupe. Pour ceux qui ne le savent pas, les crics de positionnement de véhicule sont des dispositifs qui se glissent sous chaque roue, puis soulèvent la voiture grâce à des systèmes hydrauliques afin que tu puisses la déplacer librement dans n'importe quelle direction. Alors qu'à la base je n'étais pas venu les chercher, lorsque j'ai dû déplacer ma voiture de projet, une idée brillante m'est venue à l'esprit. Aucun de mes copains n'était dérangé à l'idée de passer 1 heure de plus pour la mettre à l'envers à quelqu'un qui s'était interposé entre nous et notre sortie. Alors nous avons pris les crics, sommes retournés sur place, avons soulevé la voiture et l'avons fait rouler. 6 gars peuvent facilement déplacer un petit camion à haillons, alors nous avons traversé l'étage de parking lentement et prudemment jusqu'à une zone où il n'y a pas de parking, mais un pilier de support de charge avec assez d'espace pour une voiture derrière lui. Dans une petite section du parking où il n'y a pas d'éclairage et qui est complètement à l'écart. En général, un type de mon étage gare sa moto à cet endroit, mais il n'est pas censé le faire et je doute que cela le dérange. Nous l'avons mise entre le pilier et le mur, le nez pointant vers le mur. J'ai repris ma note toujours aussi peu aimable, les crics, et nous sommes partis profiter de notre week-end. Lorsque nous sommes revenus le lundi après-midi après le long week-end, la voiture était toujours là. Ce qui n'était pas vraiment une surprise étant donné qu'il n'y avait que 30 cm d'espace pour bouger entre le pilier et la voiture et 30 autres centimètres environ entre la voiture et le mur. Vu que les roues avant avaient changé de position, nous supposons qu'ils ont essayé de la faire sortir, sans succès. Elle a fini par partir plus tard dans la semaine, mais je ne sais pas exactement comment ils ont réussi. Je n'ai jamais revu cette voiture. J'imagine bien la panique du gars qui revient « Elle est passée où ma voiture ?» et qui la retrouve plus loin dans le parking, coincée entre un poteau et un mur, en se demandant comment elle a fait pour arriver ici. L'histoire suivante est postée par Onika Anmona Egg. Avant de commencer, un petit historique de ma famille. Mon père est un homme typique de la classe ouvrière, issu d'une famille pauvre qui a travaillé à peu près toute sa vie.
Ma mère, en revanche, vient d'une famille très importante et respectée de ma ville. Sa famille est riche, a de solides relations et est amie avec pratiquement toutes les personnes importantes de ma ville, du maire et de son entourage aux hommes de loi et aux hommes d'affaires. Ma mère et mon père se sont rencontrés il y a longtemps et sont tombés amoureux instantanément. Ils se sont rapidement mariés. La famille de ma mère n'aimait pas mon père depuis le début. Ils le voyaient comme un pauvre plébéien et une honte pour la famille. Lorsque mon frère et moi sommes arrivés, ils ont également exigé que nous soyons nommés par des membres de leur côté de la famille, puisque nous portions le nom de famille de mon père. Vous voyez le topo. Des têtes de lard hautaines et arrogantes. Quand j'avais 8 ans et mon frère 9, on a diagnostiqué un cancer à ma mère. Elle est morte 3 ans plus tard. Mon père était à ses côtés pendant tout ce temps, pas sa propre famille. Sa sœur, ma tante, était toujours absente lors d'une réception officielle et prétendait toujours qu'elle était occupée. Et sa mère, ma grand-mère, prétendait qu'elle était trop vieille pour se déplacer, alors que sa santé était parfaite. En fin de compte, elles ont à peine rendu visite à ma mère en 3 ans. Le jour où ma mère est morte, nous étions dévastés. Mon frère et moi avons pleuré comme des bébés. Nous étions des enfants en fait, 12 et 13 ans respectivement. Et notre père était en plein désarroi. Puis tout est arrivé. Quelques heures plus tard, mon père reçoit un appel téléphonique. C'est ma tante, et elle dit qu'ils doivent se rencontrer immédiatement. Il va donc les rencontrer. Ce qui a suivi était complètement barré. Ma tante, avec un avocat de son côté, a commencé à attaquer mon père, lui disant que maintenant que sa femme était morte, il était incapable d'avoir la garde des enfants, moi et mon frère, et que la famille du côté de ma mère devait s'occuper de nous. Mon père était furieux et a dit non. Ils ont répondu le jour suivant avec encore plus de harcèlement et d'abus. Remarquez que les funérailles n'avaient même pas encore eu lieu. Cela a duré des années. Chaque fois, des demandes différentes. Ils ont fini par accuser mon père d'avoir agressé ma tante, ce qui a poussé beaucoup de gens à nous tourner le dos. Ils ont commencé à envoyer à mon père des documents juridiques sur ce qu'il pouvait faire, etc., etc. Puis ils ont essayé de nous retirer notre héritage, en se basant sur des trucs stupides. Nous avons fini par découvrir qu'une somme d'argent qui nous était réservée s'était soudainement volatilisée. Puis ils nous ont appelés et ont menacé mon père de ne pas nous donner l'argent s'il ne recevait pas notre garde. Grâce à une loi stupide de mon pays, il pouvait faire ça. Mon père se sentait comme une herde. Plusieurs fois, nous l'avons surpris en train de pleurer sur des piles de papier ou de se frapper la tête sur la table par désespoir. La nuit, nous pouvions l'entendre pleurer dans notre chambre et nous ne pouvions rien faire. Ils ont fait de sa vie un enfer. La seule chose qui lui permettait de rester sain d'esprit, c'était mon frère et moi. Et il était formidable comme père. Il subvenait à nos besoins, et malgré son état mental épouvantable, il était un père formidable. Avance rapide, 10 ans plus tard. Les abus ont cessé. Mon père a trouvé une petite amie formidable, et ils sont heureux ensemble. Mon frère et moi avons été acceptés à l'université, et nous nous en sortons plutôt bien. La famille de ma mère a cessé de nous parler, et chaque fois qu'elle essaie de prendre contact, nous l'ignorons. Jusqu'à cet été. Voyez-vous, cet été, mon cousin s'est marié. Ils nous ont invités au mariage. Quand je dis nous, je veux dire mon frère et moi. Nous avons donc accepté et commencé à préparer le plan. Parce que dans mon pays, les mariages sont une affaire énorme. Beaucoup de gens seraient là. Et aussi, à cause du statut social de la famille de ma mère, les personnes les plus importantes seraient là. Nous avons donc décidé d'utiliser cela à notre avantage. Voyez-vous, beaucoup de gens n'avaient aucune idée de toute l'histoire, seulement des parties qui leur ont été racontées. Il était temps d'exposer tout ça. Le grand jour arrive et je suis fin prêt. Je vais à l'église et dehors, je vois les gens. Puis mon frère arrive et nous savons que les choses vont se gâter. La réception commence et nous attendons patiemment qu'elle se termine et que l'after commence. Dans l'after, qui se déroulait dans un immense manoir à l'extérieur de la ville, tout le monde est présent. Nous apercevons ma tante et ma grand-mère dans un groupe de personnes. L'une de ces personnes est le maire. Bingo. Nous nous approchons donc d'elle de manière amicale. Ma tante dit aux gens les classiques « Avez-vous rencontré mes neveux ?» Puis nous commençons à écouter un peu la conversation. Comme nous l'avions prévu, ils ont commencé à parler de mon père.
à quel point il était horrible, comment il a exploité ma mère et à quel point nous avions de la chance de nous en être sortis brillants, contrairement à lui. Ce dernier point m'a mis en colère. Je lève mon verre, je regarde ma tante dans les yeux, et au milieu de tout le groupe des personnes les plus riches, importantes et prestigieuses de ma ville, je dis « En fait, j'ai dévoilé toute l'histoire, tout en faisant l'éloge de mon père et en accablant ma tante et ma grand-mère. Si j'oubliais quelque chose, mon frère le rajoutait. Après que j'ai terminé, un silence pesant est tombé. Ma tante était rouge de colère, ma grand-mère était sur le point d'éclater en sanglots. Tous les autres étaient choqués. Ils ont commencé à les regarder tous les deux avec consternation et colère. Ma petite cousine, pas celle qui se marie, qui n'était pas au courant de la situation, voulait partir et demandait constamment à ma tante « Maman, c'est vrai ?» L'histoire a été présentée avec une telle attention aux détails qu'il ne pouvait même pas nier quoi que ce soit. Puis on a lâché la bombe. Au moins, nous nous en sommes bien sortis. Nos études se passent très bien. Tout cela grâce à notre père. Cette dernière phrase n'a fait que remuer le couteau dans la plaie pour eux. Nous les avons ensuite laissés sous le choc. D'autres personnes nous ont appris plus tard que tout le monde leur tournait le dos. Ils sont devenus la honte de la ville et ont fini par s'isoler dans leur grande maison chic. Le maire a coupé tout contact avec eux, tout comme les hommes d'affaires et tout le monde en fait. La grosse bombe, c'est quand une entreprise qu'ils possédaient a fermé parce que personne ne voulait les financer. Je suis seulement désolé pour leurs employés qui se sont retrouvés au chômage. Une autre grosse bombe est arrivée lorsque le conseil municipal, clairement sous les ordres du maire, a retiré les plaques commémoratives de certains bâtiments pour lesquels ils avaient fait des dons. Cela les a tués intérieurement. Ils ont essayé de se réconcilier par la suite, mais nous les avons ignorés. La chose la plus belle a été quand mon père a appris ce que nous avons fait. Il était l'homme le plus heureux du monde, en voyant les riches connards arrogants qui le tourmentaient tomber comme ça. Ne t'en prends pas à nous, même si tu es de la famille. C'est une bien triste histoire et une bien belle vengeance, Opi. La famille du côté de ta mère, elle a l'air absolument horrible, Opi. Entre ta grand-mère, la mère de ta mère, qui était soi-disant trop malade pour venir voir sa fille qui était en train de mourir, elle va suffisamment bien pour assister à un mariage visiblement, et ta tante, donc sa propre sœur, qui était trop occupée pour rendre visite à sa sœur encore une fois en train de mourir, ces personnes-là sont vraiment à vomir. Et elle est même pas encore enterrée qu'ils sont en train d'essayer de récupérer la garde des enfants au père. Ce pauvre homme vient de perdre sa femme et on essaie de lui retirer ses enfants. C'est une situation que je ne souhaite à personne. La famille du côté de ta mère n'a eu que ce qu'elle méritait. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner, n'oubliez pas la cloche, et à partager autour de vous pour soutenir la chaîne. C'était le Conteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.